Ouvrons le tout premier livre du soir, 21 jours pour son conjoint, un livre de Roger Fonding, qui est conseiller conjugal et coordonnateur du ministère Famille à cœur. Il est auteur de plusieurs ressources sur le mariage, la vie de couple. C'est un blogueur, animateur radio et télé, conférencier dans les thématiques liées au mariage. Roger Fonding, merci d'être venu à la radio. Une fois de plus, c'est un plaisir de vous accueillir pour échanger autour de votre ouvrage. Merci à vous. Je considère ce moment comme un privilège de pouvoir parler de ce livre qui pendant longtemps a surtout fonctionné dans des groupes fermés, là où nous faisions nos thérapies. Aujourd'hui devient un livre public où tout le monde peut s'inspirer, peut travailler dessus pour bâtir sa relation conjugale. Oui. Et vous avez dit ici qu'il est connu que pour maintenir une habitude, il faut pratiquer pendant 21 jours, pendant 15 jours, je te parle de 30 jours de façon permanente et régulière. Et vous pensez que cette technique peut également s'appliquer en ce qui concerne le couple? Oui, en travaillant pour sa famille pendant 21 jours, il est très possible de prendre l'habitude de travailler pour sa famille. En fait, beaucoup de personnes mariées aujourd'hui ne considèrent pas comme une tâche de travailler pour sa famille. C'est-à-dire qu'on imagine que le bonheur va arriver seul, peut-être parce qu'on a gagné beaucoup plus d'argent, peut-être parce qu'on a plus de ressources, le bonheur va s'installer. Mais 21 jours va donner à chacun l'envie de commencer à travailler pour sa famille. C'est d'ailleurs un challenge que nous faisons dans plusieurs groupes. Et au 22e jour, les gens commencent à se demander qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais maintenant? Et cette question, on ne se la posait pas avant. Et donc, le seul fait d'amener des gens à se poser ce genre de questions, pour nous, c'est déjà une victoire. Donc vous estimez qu'on ne travaille pas suffisamment pour sa famille? Non, pas vraiment. Disons qu'on cherche des ressources pour la famille, mais on ne travaille pas pour la famille. C'est-à-dire on est capable de s'investir pour d'autres choses, pour d'autres personnes, mais s'investir pour bâtir sa famille, pas vraiment. Il y a très peu de personnes qui ont une vision pour leur couple du genre un plan sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, un plan du genre à 60 ans, qu'est-ce qu'on fait? À 70 ans, où est-ce qu'on sera? Qu'est-ce que nos enfants vont être? Les gens n'y pensent pas beaucoup. On est dans une société du métro, boulot, dodo. Et puis, s'il y a un peu de paix à la maison, bon, ça va, on avance. Voilà. Chacun a un peu des projections, sinon des objectifs assez clairs pour ce qui concerne sa carrière professionnelle. Mais rarement des personnes peuvent dire que dans 10 ans, on doit être à tel ou à tel autre niveau en ce qui concerne notre famille ou notre couple. Mais on arrive même à oublier qu'on travaille pour la famille. On arrive même à oublier cela. C'est-à-dire, on arrive même à ignorer la famille parce qu'on veut réussir dans sa carrière professionnelle. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'après la réussite, on se rend compte qu'on a oublié sa famille. Vous allez voir que des gens vont travailler, avoir des grandes distinctions. Mais quand vous allez vous renseigner sur leur famille, vous allez apprendre qu'il est divorcé, il a son 3e mariage, parce qu'il a beaucoup investi pour sa carrière, il a oublié que cette carrière, c'était pour la famille. Toute cette recherche, c'était pour développer la famille. Malheureusement, au moment où tu as obtenu toutes ces distinctions, ton enfant est en prison, l'autre est dévergondé, ainsi de suite. Tu as perdu ta femme, il n'y a plus personne avec qui profiter notamment de ces réussites-là. Oui, voilà. On se retrouve seul à célébrer. Voilà. Et on ne peut pas célébrer seul. On sait bien ça. C'est-à-dire qu'on peut faire des célébrations publiques en donnant l'expression qu'on est heureux malgré tout. Mais quand on rentre seul à la maison, on se rend compte qu'il y a les gens avec qui je vivais ne sont plus là. C'est-à-dire que ceux avec qui j'ai commencé à bâtir sont partis. Alors, 21 jours pour son conjoint, vous nous faites savoir que le livre, qui est assez particulier, il faut le reconnaître, c'est comme un livret d'activité avec des cases à remplir. Ce n'est pas destiné aux personnes, aux couples en détresse. Pourquoi? Non, c'est destiné à tout le monde. C'est-à-dire que ceux qui se portent, les couples qui se portent bien ont besoin de se porter davantage mieux, de consolider certaines choses. Et les couples qui se portent mal, ça peut être une bonne thérapie pour eux. Le seul fait qu'un conjoint puisse s'investir 21 jours pour l'autre va l'amener à oublier un certain nombre de choses et à commencer à travailler pour sauver les meubles. Parce que beaucoup ne travaillent pas pour sauver le meuble. On se dit, l'autre doit faire des efforts. S'il ne fait pas d'efforts, c'est perdu. Or, les 21 jours t'amènent à regarder l'autre d'une autre façon. En se disant, moi, j'ai un travail à mon niveau pour permettre à l'autre d'être un bon époux. J'ai un travail à mon niveau, mon travail personnel, sans le toucher. C'est-à-dire que les 21 jours n'impactent pas. Je veux dire, je ne touche pas à mon conjoint quand je fais mon challenge de 21 jours. Je travaille sur moi-même et mon conjoint ressent
les résultats. Parce qu'il y a une différence, oui, il y a un impact, il y a une différence dans ma conception des choses, dans mon approche, dans ma relation avec mon conjoint qui l'oblige à se poser des questions de savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que, imagine, celui qui parlait beaucoup commence à réfléchir avant de parler. C'est d'ailleurs le premier chapitre qui parle de la première réponse. Il commence à comprendre qu'une parole douce peut calmer la fureur et qu'on n'est pas obligé chaque fois d'être en guerre, qu'on peut comprendre que l'autre a sa façon de s'exprimer, qu'on peut se plaindre sans accuser. Bref, on apprend une nouvelle façon de vivre la vie conjugale et l'autre est obligé de se rendre compte que quelque chose a changé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas pendant les 21 jours de dire à notre conjoint, voici ce que j'aimerais que tu changes, mais il s'agit de changer nous pour construire en réalité. C'est un travail personnel. Oui, on le dit même dans la rue, on dit que la seule personne qu'on peut changer, c'est soi-même. C'est-à-dire que dans la tradition africaine, on dit que l'autre est un poisson sec. Si tu essaies de le redresser, tu vas le casser, tu vas le briser. Et donc, le vrai travail, c'est sur soi d'abord. Quand j'entends des gens dire « Oh, nous souffrons parce qu'il y a incompatibilité d'humeur », je leur demande souvent « Mais pourquoi ne te rends-tu pas compatible s'il y a cette compatibilité d'humeur alors que tu en as les moyens ?» Beaucoup pensent que le bonheur va être quelque chose de donné, de facile, mais ne savent pas que les couples heureux, les couples que tu vois aujourd'hui qui se tiennent la main dans la main sur des balcons romantiques, ont d'abord combattu pour bâtir, pour mettre en place cet environnement dans lequel maintenant ils peuvent se regarder dans les yeux et rire. Il faut dire que d'abord l'adversité, c'est d'abord nous-mêmes, notre capacité à nous modifier, à nous faire violence, quelquefois trouver nos failles personnelles pour se présenter sur notre meilleur jour. Et l'autre élément que vous soulignez, c'est que si vous pouvez faire le travail ensemble, chacun un peu de son côté, mais de façon assez conjointe, c'est clair que au bout de 21 jours, on aura un résultat assez admirable. Même quand un seul fait, les résultats sont clairs. Parce que dans le livre, il y a des chapitres où on demande que ce week-end, fais une surprise à ton conjoint, offre-lui quelque chose qu'il aime, ainsi de suite. Et donc, il ressent qu'il y a un travail qui est en train d'être fait dans la vie de l'autre. Il voit les différences d'approche que l'autre a vis-à-vis de lui. Et c'est vraiment très important de dire à nos auditeurs que il faut apprendre à être intentionnel quand on parle du mariage. Il faut arrêter d'attendre que les choses arrivent d'elles-mêmes. Il faut les positionner, il faut les pousser, il faut bosser pour arriver au résultat. Et quand le résultat arrive, on oublie. Je pense à l'analogie des femmes enceintes pour rappeler que quand elle a accouché, elle ne se souvient plus des douleurs. Oui. Elle est contente de voir son bébé et c'est l'idée que nous avons du mariage. Travailler dur pour obtenir quelque chose de solide après. Donc c'est un peu ça l'idée. Chaque jour, un défi. D'accord. Oui, chaque jour, un défi. Oui, un défi à relever sans réfléchir. C'est-à-dire que ce n'est pas une option. Oui. On dit j'ai 21 défis. Et le dernier défi, d'ailleurs, on peut le dire ici puisque les gens vont acheter le livre. Le dernier défi, c'est écrire une lettre d'amour à son conjoint. Il y en a qui ont oublié même comment leur mariage a commencé, où est-ce qu'ils se sont rencontrés. Et ça donne l'occasion de rentrer en soi pour chercher à trouver qu'est-ce que je peux dire à mon conjoint de romantique au moment où nous sommes en crise. Oui. Parce que la crise vient souvent nous empêcher de voir ce que notre conjoint a de bien. Et tout au long du livre, celui qui lit le livre se rend compte qu'il donne à son conjoint la possibilité d'être lui-même. D'être lui-même, d'être à l'aise d'être lui-même. Oui. Et donc, étant à l'aise d'être lui-même, il peut mieux comprendre l'autre et apprendre aussi à l'accepter tel qu'il est lui-même. Sans toutefois entrer dans les différents chapitres, parce qu'ils sont assez nombreux, oui. Un jour, un défi, qu'est-ce qu'il faut, par exemple, du moins donnez-nous un exemple ou deux, sur modifier en ce qui concerne l'écoute? Bon, il y a, en ce qui concerne l'écoute, oui. Il y a beaucoup de choses à modifier. La première chose, c'est que l'écoute doit être active. Écouter activement, c'est écouter son conjoint avec la ferme volonté de comprendre ce qu'il veut dire, au-delà de ce qu'il dit. Parce qu'il peut se tromper dans sa manière de présenter les choses, au niveau de l'attitude, au niveau comment on va dire, même des mots qu'il utilise, il peut se tromper. Oui. Mais moi, en face, je dois pouvoir comprendre ce qu'il veut dire. Enfin, quel est son vrai besoin. Et il est important aussi, puisque tu parles de l'écoute, de dire aux auditeurs que même les silences sont des moyens de communication. Oui. Je crois que tous ceux qui sont mariés savent que quand ta femme ne te parle pas pendant 2 jours, en fait, elle est en train de te parler, elle est en train de te dire quelque chose. Oui. Et tu ne peux pas faire comme si tu n'as pas vu quelque chose. Donc, même ce silence-là
sont des expressions. C'est une forme de communication. C'est une forme de communication. Comment C'est une communiquer? forme négative de communication, mais c'est une forme de communication. Oui. Il faut donc revoir la façon de communiquer et même peut-être en temps de crise en réalité. En temps de crise, c'est même le meilleur moment pour s'arrêter, pour apprendre à communiquer. Il faut dire que la gestion des conflits est une forme de communication. On apprend à écouter l'autre, à comprendre quel est son vrai besoin et à essayer d'obtenir de notre conjoint d'accepter par exemple la solution que nous proposons en discutant avec lui et avancer ensemble sur cette solution. Il faut dire une chose, c'est que la relation conjugale, c'est pas un homme qui absorbe sa femme ou une femme qui absorbe son mari. C'est pas une relation de deux jumeaux qui pensent exactement la même chose. Mais la complexité du mariage vient même du fait que nous avons deux personnes qui pensent différemment, mais qui réussissent à avoir une pensée commune. C'est-à-dire que quand on vous voit, on dit les fondis, les focaux, mais à l'intérieur des focaux, il y a des façons de penser différentes. Oui, il y a des particularités. Mais qui forment vraiment notre ensemble, qui forment même cette richesse-là. Et je dis souvent, quand ma femme est différente de moi sur beaucoup d'aspects, mais ça nous enrichit tellement parce qu'on est capable de voir un même problème sous divers angles. Et ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Oui. La différence n'est pas forcément l'adversité. Non, la différence. Il faut donc savoir comment se comprendre, quand se comprendre. Le truc, c'est d'apprendre à accepter les différences. Parce que les différences vont enrichir la relation conjugale. Apprendre à accepter que mon conjoint est différent de moi. Mon conjoint a une façon de voir, mon conjoint a une façon de penser, et moi, je dois entrer dans cela pour essayer de gagner mon conjoint. En comprenant ce qu'il fait, en l'accompagnant dans ce qu'il fait, j'arrive finalement à découvrir qui il est effectivement. Or, quand je l'empêche et que je veux qu'il fasse comme moi je veux, je ne le connais pas. En fait, j'aime quelqu'un qui fait pour me faire plaisir, mais qui ne se fait pas plaisir lui-même. C'est un élément très important du livre, comment apprendre à se plaindre. Sans accuser. Sans accuser. Oui, c'est possible. En fait, une fois j'étais à une conférence, une personne a arrêté la conférence parce qu'il voulait absolument qu'on explique comment on peut se plaindre sans accuser. C'est possible de se plaindre sans accuser. On peut se plaindre d'une situation. Je donne un exemple comme ça. On peut se plaindre d'une situation qui s'est produite sans forcément accuser son conjoint. Je donne un exemple banal. Tu as rendez-vous avec ton mari à 20h et il arrive à 22h. Alors, il y a une situation qui s'est posée et c'est la situation qui est le problème. Je viens de me plaindre, mais je ne l'ai pas accusé lui. Je ne l'ai pas accusé lui. Et l'auteur qui a développé cette méthode qu'on appelle la communication non violente s'appelle Marshall Rosenberg. Et ceux qui pratiquent cela sont plus en paix avec leur conjoint parce que tu vas lui dire plein de choses. Il sait bien que c'est lui qui est fautif, mais il ne se voit pas agressé par son conjoint. Parce que son conjoint lui montre plutôt ce que lui, il a ressenti et lui va apprendre à l'aider à ne plus avoir ce genre de ressenti. Il n'est pas question d'agresser son partenaire tout de suite. Non, vraiment, j'aime pas que tu me fasses attendre comme ça et tout. C'est vraiment pas nécessaire. Tout va en vrille. Très rapidement, on commence à se dire des choses assez... c'est pas nécessaire de faire ça avec son chéri. C'est pas nécessaire de faire ça avec son chéri parce que ce qui arrive même souvent, c'est qu'on va sortir des paroles qu'on va regretter plus tard. On va se dire, j'aurais pas dû dire. Et on a déjà dit. Mais quand on s'entraîne sur cette méthode de communication non violente, on arrive à faire passer des messages important à son conjoint. Et là, je viens de me plaindre en proposant une solution et en défiant mon conjoint d'accepter ou de proposer une autre solution à ce genre de soucis. À côté de ça, à côté de la plainte possible, il faut aussi apprendre à apprécier. Oui. Je crois que Dieu a donné à chacun des conjoints quelque chose d'extraordinaire. Et si vous regardez seulement au manquement de votre conjoint, vous allez passer à côté de cette chose extraordinaire. Et j'imagine même que si vous êtes marié, c'est parce que cette chose extraordinaire vous a attiré. Et beaucoup de conjoints finissent par oublier cela à cause de toutes les incapacités du conjoint, à cause de tous ces petits problèmes qu'ils ont. Ils finissent par oublier cela. Mais c'est important de dire que derrière les incapacités de son conjoint, il y a des choses que nous apprenons sur nous-mêmes. C'est-à-dire que j'apprends au travers de mon épouse mon niveau d'impatience. C'est-à-dire que quand elle fait certaines erreurs, ça défie ma patience. Et je me rends compte que, effectivement, croyant que j'étais patient, je ne le suis pas à cause d'une erreur qu'elle commet. Donc, derrière des défauts, on peut trouver des qualités. Et derrière ces qualités-là, on peut investir. Exemple, vous avez un homme qui est désordonné. Est-ce que vous saviez que les gens qui sont désordonnés savent où se trouvent leurs effets? Oui. Toujours.
toujours. Est-ce que vous savez que les gens qui procrastinent beaucoup savent travailler sous pression? Ouais. Donc, derrière chaque défaut-là, on peut profiter plutôt du côté positif du défaut, Mhm. tout en l'aidant naturellement à sortir de ce défaut, mais on peut apprendre avec son conjoint qui procrastine beaucoup, il peut t'aider. Le jour où tu es sous pression, il peut te donner les astuces de comment sortir sous pression. En fait, nous, notre idée, quand on développe ce genre de livre, c'est de rapprocher les gens, leur permettre de savoir que les différences ne vont pas être ce qui vont nous détruire, Mhm. mais qu'en travaillant sur soi, on peut bâtir quelque chose dans lequel il y a des différences, mais qui forment un tout. En réalité, est-ce qu'il est encore possible de faire machine arrière lorsqu'on a utilisé un certain nombre de mots glissants? Est-il possible de revenir Ah, à des meilleurs sentiments sans que notre partenaire ne se rappelle qu'il y a quand même des mots assez durs qui ont été prononcés dans un de ces quatre? c'est vrai que les mauvaises paroles s'effacent un peu difficilement. Mais il faut à ce moment-là une véritable thérapie qui va commencer par le fait de reconnaître qu'on a mal fait. C'est-à-dire pouvoir dire à son conjoint que je n'aurais pas dû, j'ai exagéré. Et maintenant s'engager avec son conjoint sur une démarche thérapeutique qui va nous amener à enlever ça. Au premier chapitre, quand je parle de, euh, la première réponse, dans l'exercice qu'il y a dans ce premier chapitre, je demande aux jeunes mariés ou aux vieux mariés quelles sont les paroles, les mots, les expressions de ton conjoint qui te déstabilisent. Mhm. Et ça amène à réfléchir. Et je dis, dès que tu as trouvé les mots ou les expressions de ton conjoint qui te déstabilisent, pose-toi la question de savoir pourquoi. Pourquoi ces expressions se déstabilisent. Et si tu trouves pourquoi ça te déstabilise, ça veut dire que tu peux déjà résoudre le problème. Ouais. Ça veut dire que tu peux déjà trouver une approche qui fait que le jour où il ressort la même expression, tu t'étais déjà préparé, tu as préparé ta résilience pour pouvoir rebondir malgré ces expressions difficiles-là. Il y a des éléments, ou alors un élément qui n'est pas, je vais dire, qui est incontournable dans la rédaction de vos différents textes. Et c'est une question très importante. Vous dites comment prier pour son partenaire ou avec son partenaire. Y a-t-il des méthodes appropriées pour pouvoir mettre ensemble ces intentions de prière, mettre ensemble les volontés de voir le couple prospérer d'une façon ou d'une autre? Y a-t-il des méthodes appropriées qui fonctionnent? Oui, dans la relation conjugale, il faut comprendre que chaque conjoint a une relation personnelle avec Dieu et le couple aussi a une relation avec Dieu. Mhm. Donc nous avons deux façons de communiquer avec Dieu. Quand je communique seul avec Dieu, je peux, au pied, au moment de prier, poser les vrais problèmes qui concernent mon conjoint. C'est-à-dire, mon conjoint, je ne suis pas content sur telle chose, Seigneur, je n'apprécie pas telle chose chez mon conjoint. Ça, c'est quand je prie seul. Mais maintenant, quand je dis je vais prier avec mon conjoint, ce n'est pas un tribunal. Ça, je ne me mets pas devant le Seigneur pour dire, Seigneur, toi-même, tu vois que la femme qui est à côté de moi là me dérange beaucoup. Ça ne marche pas. Quelle chance, Seigneur. Et on le dit devant la femme en réalité. Non, pas du tout. Il y a quelqu'un qui m'a appelé un jour après une émission comme ça qui m'a dit, maman, ce soir, ma femme a prié, je croyais que j'étais dans un tribunal. Elle m'a accusé devant le Seigneur de long en C'est un large. moment ça ne devrait pas être un moment de règlement de compte. Non, les règlements de compte, faites-le seul avec le Seigneur parce que vous avez besoin de sa ressource. Mais avec le conjoint, on va prier sur des choses qui nous unissent, qui nous rapprochent, travailler ensemble. Et je dis même, pour ceux qui prient et qui sont qui sont en train de faire maintenant, l'une des méthodes que je préconise lors de mes thérapies, c'est de se tenir la main quand on prie. C'est quelque chose de très fort. C'est-à-dire se tenir la main à deux et prier ensemble là-dessus. Maintenant, qui va prier, comment on va prier, vraiment, chaque couple a ses méthodes, chaque couple a ses spécificités. Le mari est normalement le chef de la famille, mais il peut arriver que la femme soit plus adaptée plus accro à la prière que le monsieur. On ne va pas dire qu'on ne va pas prier parce que monsieur n'aime pas la prière, on va quand même prier. Et il a besoin de travailler pour reprendre les choses en main. Mais en attendant qu'il reprenne les choses en main, madame peut bien gérer les choses. Tous les soirs, ou bien tous les matins, ou alors on pourrait partager sur 7 jours, 4 pour une personne, ou bien selon l'humeur. Ah, le programme de prière. Oui, selon peut-être l'humeur du matin, on peut dire à madame, allez, vas-y. Ah, ça dépend vraiment des couples. Parce que des couples qui ont des enfants, même parfois, on dit que c'est un enfant qui va prier, ainsi de suite. Ça dépend vraiment des couples. On peut faire un programme où monsieur prie le matin, madame prie le soir, ou nous deux nous prions en même temps,
et je connais beaucoup de couples où il n'y a pas une personne qui prie, c'est les deux qui prient en même temps. Mhm. C'est-à-dire que chacun élève la voix, un peu comme à l'église. Et il y a d'autres couples où il y a un fonctionnement un peu transversal, pyramidal, Mhm. où c'est monsieur qui dirige tout et il donne les paroles à chacun. Vraiment que chaque couple fasse ce qui leur paraît facile et ce qui correspond à leur ressenti et à leur tempérament. Si on vous comprend bien, la thérapie, c'est 21 jours. Vous devez choisir un moment favorable de la journée. Vous menez un défi chaque jour. Et avant de commencer à ouvrir ce livre, une belle petite prière peut aider. Oui, à la fin à la fin de chaque chapitre, Mhm. il y a trois choses qui sont importantes. La première, c'est que dans chaque chapitre, il y a un défi. Mhm. Le premier chapitre, par exemple, le défi, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'à 21 jours, je ne me plains plus. C'est un défi, on dit tu ne te plains plus. Même si la situation est catastrophique, tu t'es donné 21 jours pour ne pas te plaindre. Oui. Tu pourras gérer ça différemment. Ensuite, il y a, deuxième chose, il y a des sujets de prière que nous proposons. Prie pour telle chose, prie pour telle chose, prie pour telle chose. Nous n'allons pas prier à ta place. Oui. Nous avons déjà prié en écrivant le livre. Prie aussi ta part. Et puis la troisième chose que j'aime beaucoup, c'est le tableau des choses que je vais arrêter de faire ou alors que je vais commencer à faire à cause de ce que je viens d'apprendre. Mhm. Dès que tu commences à mettre ça, là, tu es déjà dans l'application du livre. Je viens d'apprendre quelque chose, voici la liste des choses que j'arrête de faire, voici la liste des choses que je commence à faire. Et si on commence à faire au bout de 15 jours, on retombe dans les travers. Faut-il recommencer le processus à zéro? Non, ce n'est pas nécessaire, on continue. On continue. Chaque chapitre est indépendant. Mhm. Et c'est pour ça que le livre est intéressant. Il est intéressant pour faire ce challenge, mais il est intéressant pour la vie de couple en général. C'est-à-dire que chaque jour, face à une discussion, une difficulté conjugale, je cherche où est le chapitre qui parle de la communication. Je lis et puis je me ressource. Quoi. D'accord. Donc, il devient comme une petite encyclopédie qui m'accompagne quand j'ai une préoccupation ou une difficulté, je vais lire. Il ne s'agit pas d'un roman qu'on va lire d'un trait. Chaque jour, on prend un espace, je veux dire un défi, une leçon, un chapitre qu'on étudie, on essaie de mettre en pratique les recommandations de la fin. Oui, et je crois que ce qu'on va aussi ajouter à ça, c'est que le livre, je l'ai écrit moi-même. Mhm. Et quand quelqu'un m'entend parler à la radio, s'il lit mon livre, il a l'impression de me voir en face de lui. Oui. Donc, ça n'a pas été relu par un écrivain ou par un littéraire. Donc, vraiment, le style est aussi simple. Il est très comestible. Mhm. Lors d'un voyage entre Yaoundé et Douala, quelqu'un est capable de lire beaucoup de chapitres avant de pouvoir s'endormir. Donc, je voulais dire à celui qui va lire ce livre qu'il n'ait pas peur. Il n'y a pas un style compliqué. Oui. C'est vraiment... c'est comme je parle, quoi. Oui. Alors, Roger Fondi, où est-ce qu'on peut avoir le livre? Alors, le livre, il faut m'appeler pour l'avoir. Mhm. Nous avons un réseau de distribution. Il existe sur Amazon déjà. C'est-à-dire que si vous allez sur Amazon, vous tapez mon nom, Roger Fondi, M-F-O-N-D-I, hein, pour Fondi, M-F-O-N-D-I. Vous allez voir les livres sur Amazon. Mais maintenant, au niveau du Cameroun et de l'Afrique, nous avons notre propre réseau de distribution. Nous nous sommes rendus compte que la production des livres est très, très complexe. Oui. Et je me demande si les auteurs moyens arrivent à vivre de leurs livres. Je me pose vraiment la question. Et donc, nous avons décidé d'essayer nous-mêmes pour voir quels sont les rouages. Et donc, la plupart de ces livres sont en auto-édition. Et donc, il suffit de nous contacter et on vous met en contact avec notre réseau de distribution. Donnez un numéro de téléphone. Oui, mon numéro, c'est le 6 99 78 63 08. 6 99 78 63 08. Je voulais ajouter quand même un détail au moment où je donne mon numéro. C'est que les 21 jours là, non seulement ils sont dans le livre, mais pour la personne qui achète et veut des ressources supplémentaires, elle n'a qu'à me contacter. Oui. Il y a des vidéos qui expliquent chaque chapitre qu'on peut mettre à la disposition de la personne qui achète le livre. Parce que notre objectif, c'est surtout l'épanouissement des couples, l'épanouissement des familles. Donc pour nous, c'est un ministère, c'est pas seulement l'écriture du livre, mais c'est tout un ensemble de choses qui accompagnent cela. Tout le monde est concerné, les nouveaux couples, les couples en détresse, les couples qui souhaitent raffermir leur union, eh bien... Même ceux qui veulent se marier. Même ceux qui veulent se marier. D'accord. Merci d'être passé, Roger Fondi, et d'avoir parlé avec nous. Ça, c'est votre deuxième, du moins, c'est la deuxième fois que vous venez à la radio, et on vous a dit on va prendre cas par cas. Merci. Ce sont des sujets très, très intéressants.
Merci à vous. Merci, merci beaucoup.